Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidindi et bon début de semaine à toutes et à tous. Voici tout de suite l'essentiel de l'actualité. Poursuite à la cour d'assises de Paris du procès d'Eugène Rwamucyo, accusé d'avoir participé au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ce lundi, le tribunal a auditionné un témoin privilégié des événements tragiques du Rwanda, le journaliste et écrivain français Jean-François Dupaquier. Les détails avec Kassim Youssouf. Cet après-midi, le tribunal a poursuivi l'audition de Jean-François Dupaquier, un journaliste et écrivain français de 78 ans. Dupaquier a indiqué au tribunal qu'aucune personne n'est née génocidaire, que le génocide n'est pas un accident, mais résulte d'une idéologie qui s'infiltre dans les esprits des gens grâce à des intellectuels ou idéologues qui l'ont conçu. Aucun génocide n'est possible sans ces penseurs, a-t-il souligné. Au Rwanda, sous la Première République, il y avait une idéologie consistant à massacrer les Tutsis. Cela est illustré par les discours prononcés à plusieurs reprises par le président Kayibanda depuis 1963. Les Tutsis étaient souvent avertis qu'ils allaient être exterminés, ce qui constituait déjà un génocide, a dit Jean-François Dupaquier. Sous la Deuxième République, lorsque le génocide a commencé, un plan de génocide a été mis en œuvre, a-t-il fait savoir, mais qu'il était déguisé par des discours visant à empêcher les étrangers de comprendre ce qui se passait réellement, ajoutant que cela a été orchestré par de nombreuses personnes, y compris Eugène Rwamucyo, au moment où le Premier ministre autoproclamé Jean Kambanda encourageait les habitants de Butare à éliminer les Tutsis. Ce discours cachant le génocide afin que les étrangers ne puissent pas comprendre pleinement les actions entreprises avait également été utilisé par la RTLM, notamment par la journaliste nommée Valérie Vemeriti. Après que le FPR Ingotani ait commencé la guerre, les discours de haine ont été nombreux et le projet d'extermination des Tutsis a commencé à être préparé ouvertement, fortement soutenu par des médias comme Kangura, a dit Jean-François Dupaquier. À cette époque, un groupe radical appelé Cercle des Républicains Progressistes a été fondé et dirigé par un certain Ferdinand Nahimana, a indiqué M. Dupaquier, groupe qui a cependant été constitué alors que Eugène Rwamucyo n'était pas présent. Il s'est trouvé à Saint-Pétersbourg pour préparer sa thèse de doctorat. Dans le journal Kangura, les 10 commandements des Hutus ont été publiés, représentant la preuve indiscutable du plan d'extermination des Tutsis, sans laisser des survivants, y compris leurs amis ou quiconque susceptible de contrecarrer ce plan qui ne devait pas être toléré. Ces procès à la cour d'assises de Paris se poursuivent donc. Le vendredi dernier déjà, il y a eu audition de M. Damien Van der Merch, magistrat belge, ancien juge d'instruction dans le procès de 4 de Butare. M. Van der Merch est entendu en sa qualité de premier magistrat occidental à enquêter sur le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Au cours de la même journée, il y a eu aussi l'audition de Mme Regine Whitewater, psychologue clinicienne, ancienne maître de conférences et psychopathologie, clinique de l'UFR de sciences humaines, clinique de l'Université Paris-Cité et auteur de l'ouvrage « Sortir du génocide, témoignages et survivances » cité par le ministère public à la demande de l'association Ibuka France. Et en fin de journée était entendue l'audition de M. Stephen Smith, témoin de contexte, journaliste et professeur d'études africaines à l'université Duke aux États-Unis, cité à la demande de la défense en visioconférence depuis les États-Unis. Compte rendu d'audience avec maître Rayman Ramtola, avocat des parties civiles dans ce procès. Damien Van der Merch, ancien juge d'instruction belge, premier juge en charge d'enquêter sur le génocide. Il a raconté avoir été envoyé sur place, avoir travaillé avec les autorités rwandaises et avoir interrogé les nombreux témoins. Il a notamment eu accès à de nombreux documents officiels permettant de démontrer qu'il y avait une hiérarchie, mais surtout une planification dans l'attaque des Tutsis, et ce, bien avant 1994.
Ce qui était frappant selon lui, c'est que ces documents administratifs illustraient que la vie normale continuait malgré les massacres et qu'il ne fallait surtout pas désorganiser le génocide qui avait lieu. Il coupe l'herbe sur le pied de ceux qui prétendent que les enquêteurs étrangers subissent des pressions de la part du Rwanda et il déclare que la plus grande pression qu'il a subie provient plutôt de la Belgique où le parquet voulait systématiquement éviter les poursuites. Il réfute également la théorie soutenue par la défense disant que les témoins rwandais mentent forcément en affirmant que la culture du mensonge n'existe pas. Ensuite, nous avons entendu Madame Regina Ventrater, psychologue clinicienne et auteure de l'ouvrage « Sortir du génocide ». Elle raconte que les victimes veulent que la justice se fasse, non pas par vengeance, mais pour pouvoir revenir au sein de l'humanité à laquelle elles ont été exclues. Elle place alors tous les espoirs en la justice dont elles expriment aussi des craintes. Elle explique aussi que les victimes ont des mécanismes de défense psychologique leur permettant de ne plus souffrir pour pouvoir se réintégrer dans la société. En témoignant, les victimes ont peur de ne pas être crues, peur d'oublier, mais aussi peur de se souvenir. Ibuka signifie « souviens-toi ». Ce procès permettra aux victimes de demander justice. La suite du procès nous mènera au témoignage de Stephen Smith, auteur de la négrologie, témoignage attendu car décrié. Changeons donc de registre, rendons-nous en France toujours. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, demande que le continent africain obtienne 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est l'une des résolutions du 19e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est déroulé à Paris, en France. Donc, heureusement que Arabié est sur place et avec notre confrère Jean-Damascène Manichimwe qui a pu s'entretenir avec la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo. Je vous invite à suivre cet entretien. Le 19e sommet de la francophonie vient de se clôturer ici à Paris. Et nous avons l'honneur d'accueillir la secrétaire générale de l'OIF, Madame Louise Mushikiwabo. Bienvenue à la télévision rwandaise. Merci beaucoup. Madame la secrétaire générale, pourriez-vous d'abord nous parler de la participation à ce sommet? Avez-vous été satisfaite de la participation des chefs d'État et surtout des conclusions issues de ce sommet? Alors ce sommet, qui est mon 2e sommet en tant que secrétaire générale, était d'abord un sommet très important parce que le sommet de Djerba, c'était mon premier sommet et c'était un sommet où je devais rassurer les chefs d'État que la transformation de l'organisation qu'ils m'ont demandé était bien avancée. C'était le sommet de la transformation. Le sommet de Paris, 2 ans après Djerba, c'est un sommet de consolidation des résultats de cette réforme, notamment avec un nouveau format du sommet sans discours de chefs d'État, mais plutôt des tables rondes des chefs d'État avec autour de la table des jeunes dans l'innovation de l'espace francophone. C'était pour moi un sommet très réussi de par la participation des chefs d'État et de gouvernement, de par le fait que nous accueillons de nouveaux membres dans notre organisation et de par le fait qu'on a pu se focaliser sur la question de l'emploi de la jeunesse. Oui. Et surtout, vous faites allusion à la jeunesse qui est au centre même des préoccupations de la francophonie. Et comment comptez-vous continuer à toujours valoriser cette jeunesse, surtout qu'il y a des disparités dans les pays membres? D'abord, il faut comprendre que le rôle d'une organisation comme la nôtre est un rôle de soutien, d'accompagnement et de facilitateur. Nous ne sommes pas une organisation, nous restons une organisation modeste, d'abord de par nos budgets qui sont autour de 70 millions d'euros par an, avec des programmes dans différents domaines. Mais concernant la jeunesse, tout d'abord, nous voulons que nos États et que les autres acteurs, la société civile, le monde universitaire, le monde des affaires, comprennent que la jeunesse est au centre de nos activités et j'espère de la préoccupation des chefs d'État et de gouvernement qui étaient rassemblés ici au sommet.
Ensuite, des programmes précis de notre organisation. Par exemple, un de nos programmes phares qui est la formation des jeunes au métier du numérique, qui est engagé dans une vingtaine de pays membres aujourd'hui. Aussi, tout ce qui est formation, que ce soit sur la langue française, que ce soit dans le domaine du développement durable, par exemple, nous insistons toujours pour que la jeunesse soit la priorité de nos programmes. Oui. Une autre catégorie qui est au centre des préoccupations de l'OIF, c'est la catégorie des femmes. Et l'OIF a mis en place le fonds La Francophonie avec elle. Et quelle évaluation faites-vous de ce fonds? Est-ce qu'il a déjà atteint ses objectifs? Est-ce que c'est un processus qui continue? Le fonds La Francophonie avec elle que j'ai mis en place pendant la pandémie en 2020 est né de l'idée de pouvoir apporter un certain soutien à la vie économique des femmes qui étaient à l'époque, qui le restent d'ailleurs en quelque sorte, en situation de précarité économique, surtout en vue du confinement. Qui confinaient, qui gardaient les femmes chez elles et qui n'ont pas pu, vous savez bien, dans la plupart de nos pays du Sud, que les femmes partent de chez elles tôt le matin pour quelques activités économiques. Et donc nous avons voulu apporter notre soutien à ces femmes-là. C'est un programme qui a commencé modestement, où j'ai décidé, avec l'accord des ministres en charge de l'organisation, de rassembler des fonds qui n'allaient pas être utilisés comme prévu à cause de la pandémie. Oui. Tout ce qui est conférences, tout ce qui est voyage à travers le monde. Certaines activités qui, tout d'un coup, ne pouvaient pas avoir lieu oui. à cause des restrictions. Et nous avons commencé avec 3 millions d'euros. Avec la première édition, très rapidement, nous sommes adaptés pour très rapidement pouvoir décaisser des fonds qui sont allés à un groupe de femmes qui qualifiaient après notre appel à candidature. Depuis lors, la francophonie avec elle est devenue la star de nos activités. Nous sommes... à l'origine, on n'était que sur le continent africain. Oui. Aujourd'hui, nous avons pu étendre nos activités, par exemple au Liban, notre pays francophone qui représente notre organisation au Moyen-Orient, où nous avons aussi un bureau, une représentation. Nous sommes en Asie du Sud-Est aussi, Vietnam et Cambodge. Et c'est un fonds que finalement j'ai demandé à nos bailleurs, à nos États, de pouvoir garder en place, pérenniser comme programme de l'OIF et qui aujourd'hui, j'en ai parlé dans mes interventions lors du sommet, on est à la 5e édition, autour de 13 millions d'euros, mais nous avons prévu pour, en tout cas, les quelques prochaines années, un minimum de 2 500 000 euros pour pouvoir justement apporter ce soutien aux femmes, qui reste très modeste parce que les besoins sont énormes. Sont immenses. Ah oui, au cours de ce sommet, Madame la Secrétaire Générale, vous avez, au cours de vos interventions, vous avez réitéré la position de l'OIF que le français n'est pas une langue qui est en conflit avec n'importe quelle autre langue. Tout à fait. Alors, comment est-ce que l'OIF compte accélérer son apprentissage à travers le monde dans son multilinguisme qui se développe de plus en plus dans le monde? Oui, je le dis et depuis que je suis à la tête de la francophonie, puisque j'ai la mission de faire rayonner la langue française, que notre état d'esprit n'est pas un état d'esprit de compétition. On ne va pas être bloqué par le fait que la langue anglaise a pris beaucoup d'essor, que c'est la langue qui attire surtout la jeunesse à travers le monde. Je pense qu'on doit être réaliste et comprendre que la langue française aujourd'hui évolue au milieu et j'espère en harmonie avec d'autres espaces linguistiques. Et donc, il y a ce constat-là.
Et je le vois aussi parce que c'est la réalité de nos pays. Oui. À part la France et peut-être le Québec, en quelque sorte, tous nos autres pays ont d'autres langues. Oui. Et donc ça, c'est la réalité de nos pays. Sur le plan international, la langue française perd du terrain dans les organisations internationales. L'Union européenne ici à côté de nous à Bruxelles, New York au niveau des Nations Unies, même Addis Abeba à l'Union africaine. Et ça, c'est un constat. Au niveau de l'Europe aussi, nous avons 19 membres de l'OIF qui sont aussi membres de l'Union européenne. Donc mon rôle, c'est aussi de rappeler aux États que c'est eux qui portent la langue et c'est aussi eux qui prennent les décisions par rapport à l'utilisation de la langue française dans les organisations internationales. Oui. Et donc, pour nous, moi, j'aimerais beaucoup que la langue française ne continue pas de reculer. Comme je dis souvent, je suis pour arrêter le recul, faire reculer le recul du français. Oui. Mais je trouve qu'il ne faut pas trop s'en faire. On est une langue parmi d'autres. Nous sommes quand même un bloc très important. Nous ne devons tout simplement pas perdre de terrain. Et d'ailleurs, j'avais demandé au chef d'État lors du dernier sommet à Djerba, en Tunisie, de s'engager sur la langue française dans le multilinguisme, qui est la réalité du pays. Et je suis très fière de 8 pays, dont mon propre pays, le Rwanda, qui depuis Djerba, donc il y a 2 ans, se sont prêtés à un exercice d'évaluation par l'OIF de l'état de la langue française pour un suivi, un accompagnement de ces pays-là. Donc 8 pays dont le Rwanda est sur les 5 continents, le Vietnam, l'Arménie, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, les Seychelles, c'est des pays qui ont accepté de travailler avec nous pour que la langue française soit plus présente dans les pays. Et vous allez bien sûr continuer à appuyer ce programme de mobilité des enseignants de français. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'aimerais beaucoup, on va voir pour la programmation, la planification de 2025, mais c'est un programme qu'on a dans 3 pays, les Seychelles, le Ghana et le Rwanda, et qui marche très très bien. Et donc, j'aimerais qu'on puisse passer à l'échelle. On verra avec les équipes, avec l'administratrice de l'OIF. Je pense que c'est un programme qui va s'étendre puisque la demande est là. Et même dans les pays où ce programme est déjà déployé, qu'on puisse faire plus et avoir beaucoup plus d'impact. Oui. Et pour terminer, Madame la Secrétaire Générale, un élément que vous avez, qui a été mentionné plusieurs fois pendant le sommet, c'est le multilatéralisme qui, malheureusement, aujourd'hui, défavorise certaines parties, donc qui est à repenser. Et comment est-ce que l'OIF compte continuer à faire entendre sa voix pour que la situation change? Le multilatéralisme qui peine à jouer le rôle pour lequel il a été mis en place est un sujet de préoccupation pour nous à l'OIF et pour moi qui suis dans le monde multilatéral depuis plusieurs années parce que ça touche à la fondation même de notre organisation. Nous sommes un groupe de pays, nous sommes une organisation intergouvernementale multilatérale sur les 5 continents. Et vous avez vu que depuis quelques années, on parle de réforme du système onusien, de réforme du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Vous savez que le président de la République rwandaise a eu la charge de la réforme de l'Union africaine. Moi-même, j'ai été élue avec un mandat des chefs d'État de réformer, de repenser la francophonie après 50 ans, qui a eu 50 ans en 2020. Et donc, ce système qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale doit s'adapter aux réalités du monde d'aujourd'hui. Mais j'en ai parlé encore hier au huis clos politique des chefs d'État et de gouvernement de l'OIF. Nous devons tout faire pour que les États qui sont membres de nos organisations puissent trouver leur place, sentir que l'organisation leur sert à quelque chose
et surtout être à l'écoute. Parce que vous savez, dans les organisations internationales qui existent depuis plusieurs années, on a tendance à rester dans la routine. Oui. On ne pense pas que les problèmes qu'on voit, dont on parle tout le temps, affectent même la réputation de nos organisations et surtout ne servent pas nécessairement les peuples, ce qui est à l'origine, par exemple, de la fondation de l'OIF. Oui. Et donc, ce multilatéralisme repensé est vraiment une absolue nécessité aujourd'hui. Oui. Madame la secrétaire générale, merci beaucoup de votre temps à la télévision rwandaise, à ce beau pavillon du village de la francophonie. C'est moi qui vous remercie. Restons toujours en France, où l'Organisation internationale de la francophonie OIF, comme je vous l'ai annoncé, demande que le continent africain obtienne 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est l'une des résolutions du 19e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est déroulé donc à Paris en France. Suivons les détails avec Kassim Youssouf. À propos de la paix dans la région des Grands Lacs, entre autres, le président français Emmanuel Macron a déclaré que son pays soutient tout particulièrement la poursuite des voies de dialogue, l'arrêt des discours de haine et le désarmement du groupe FDLR afin de rétablir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'Organisation de la francophonie a demandé que tout soit mis en œuvre pour rétablir la paix dans des zones en conflit comme l'Ukraine et la Palestine. La secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, a quant à elle indiqué que cette organisation va continuer à accorder une place appropriée à la jeunesse afin qu'elle puisse jouer un rôle dans le développement des pays. Les 2 jours au cours desquels le sommet s'est déroulé ont été centrés sur la jeunesse et les problèmes qu'il affecte. La secrétaire générale de l'OIF a fait remarquer que la langue française peut continuer à rassembler les gens, langue qui aide également à discuter des problèmes politiques et de sécurité majeurs qui touchent l'organisation, permettant ainsi de dialoguer de manière complète, sans division, ajoutant que cette organisation renouvelée continue d'attirer de plus en plus de membres et de faire entendre sa voix. Elle a fait observer que c'est dans ce cadre qu'ils ont pris la décision, à la demande des nombreux pays souhaitant rejoindre l'organisation, de passer de 88 à 93 pays membres. Le sommet de la francophonie a également accueilli de nouveaux pays dans l'organisation, notamment le Ghana qui est devenu membre à part entière et l'Angola qui a été accueilli en tant qu'observateur. Le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie se tiendra au Cambodge en 2026. C'est donc la fin de cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent fin d'après-midi.